Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième séminaire en ligne pour Tronico. Voilà, vous êtes en train de vous connecter les uns après les autres. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir ce jeudi 8 juillet pour un webinaire qui va durer 1 heure. Je me présente, je suis Virginie Marchand, directrice marketing de Tronico. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Pascal Delamotte. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ici présent, que je vais présenter un peu après, pour le troisième webinaire intitulé Pourquoi les phases de test amont, série et aval sont-elles bénéfiques pour votre produit? Donc, nous avons 52 participants aujourd'hui, voilà, qui vont se connecter dans les quelques minutes, je pense. Juste quelques petits rappels sur l'organisation de ce webinaire. Je vais donc basculer sur la présentation. Il va donc durer 1 heure. Vous allez pouvoir poser des questions. Il y aura donc 4 chapitres, comme pour les autres précédents webinaires. Les caméras et les micros sont coupés, donc vous aurez la possibilité de faire vos questions par le chat essentiellement. Donc on les relèvera à la fin de chaque chapitre et Pascal se fera un plaisir d'y répondre pour voilà. Et si d'aventure il n'y avait pas assez de temps, on pourra aussi basculer en fin de séance pour ceux qui auraient le temps de rester un petit peu. Nous avons fait un test salivaire ce matin puisque Tronico produit et commercialise le test salivaire EasyCov, ce qui nous permet aujourd'hui d'intervenir devant vous sans masque et aussi pour cela d'avoir une meilleure visibilité ou entente, enfin je ne sais pas, audition pour vous, en tout cas pour que vous puissiez bien mieux nous comprendre. Voilà, donc comme je vous disais, les questions sont posées au fur et à mesure dans le chat. Et puis, donc sans plus tarder, je vais vous parler du groupe Alsan dont nous dépendons. Alsan, qui est le groupe mère de la société Tronico, qui à l'heure actuelle est un groupe patrimonial porté par une famille qui s'appelle la famille Prieux. Un chiffre d'affaires qui a émergé l'année dernière à 243 millions d'euros pour à peu près 2000 collaborateurs, qui n'intervient que sur le champ de la haute technologie au service de l'innovation, sur des produits propres, de la sous-traitance de haut niveau et des services associés. 26 filiales dans le monde et dont 19 usines, dont 15 en France, dont Tronico fait partie. Quelques KPI maintenant pour présenter l'activité de Tronico. Tronico est un sous-traitant traditionnellement aéronautique, un EMS, Electronic Manufacturing Service, et également un ODM, Original Design Manufacturer, spécialisé dans la conception et l'intégration de systèmes complexes à dominance électronique pour tous les équipements à forte valeur ajoutée tout au long de leur cycle de vie. Nous adressons essentiellement des marchés de haute fiabilité, donc traditionnellement l'aéronautique, comme vous pouvez le voir, et puis aussi la défense et l'énergie. Et puis, depuis la crise de 2008, un axe orienté diversification autour du transport, de la mobilité électrique ou hydrogène, le médical, le spatial et également en interne, nous avons, le laboratoire d'analyse de composants, d'ingénierie de composants, Time Component aussi au service de toutes ces activités. Nous sommes basés à 2 endroits, un établissement en France et un autre au Maroc. Et nous avons à peu près 700 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Sur ces 700 collaborateurs, il y a environ 30% d'ingénieurs répartis sur les 2 sites. Et en tout, nous avons une capacité ou une surface de production dédiée sur les 2 sites de 12 000 m². Je vais reprendre la main. Alors, je crois que j'ai peut-être un petit problème de caméra, donc je vous prie de m'en excuser. On va essayer de faire fonctionner de manière à ce que je puisse présenter Pascal de manière conviviale. Donc, mon collègue Julien va essayer de refaire fonctionner la caméra. Mais voilà, sinon, en quelques mots, Pascal, alors, ça aurait été plus sympa si... Ah, bah voilà, merci. C'est quand même plus convivial si on arrive à le voir. Alors, Pascal, tu as 52 ans. C'est ça. Voilà, tu es normand d'origine et surtout tu es un électronicien de formation pure. Voilà, tu as débuté à Sagem ou chez Sagem pardon à Bayonne au sein du service moyen de test. Donc c'est déjà le début d'une longue histoire C'est professionnelle. ça. Au bout de 3 ans, tu es passé responsable du service, bravo. Et puis 1 an plus tard, responsable des moyens de test transverses pour la partie télécom chez Sagem. Après, tu as switché de secteur, tu es parti dans l'automobile, ce qui t'a permis de faire
différentes typologies de tests, c'est-à-dire à la fois du test petite série pour les télécoms, mais aussi des tests grande série pour l'automobile. Tout à fait. Arrivé chez Tronico en 2003, hein, si je ne me trompe pas, pour créer la cellule MCO. Tu as ensuite développé, ou par ailleurs, lors de cette expérience, développé des compétences commerciales qui t'ont permis d'intégrer la business unit ou le service commercial aéronautique et défense, et cela à partir de 2008. Et puis, depuis, tu n'as cessé de progresser et tu as continué en développant maintenant plus le secteur médical depuis 2014. Donc, ce qui te permet d'avoir un prisme assez large et diversifié de marchés adressés tout autour de cette compétence du test. Et puis, surtout, depuis 2020, maintenant, tu es le responsable de la marque Temtest. C'est ça. Et je crois que maintenant, je vais te laisser la main pour que tu puisses présenter ce webinaire et puis faire commencer par l'historique et une rétrospective de Temtest. Ouais, tout à fait, Valérie. Alors, je rebascule, excusez-moi, en plein écran pour que ce soit confortable pour Pascal. Vas-y. C'est bon. Alors. Excusez-nous, c'est les aléas du direct, parfois ça bug. Voilà, c'est bon, on est bon. Donc, petite rétrospective de Temtest, pourquoi on est arrivé à créer cette marque. Donc, comme vous le savez sûrement, Tronico a été créé en 1973 et était à l'origine uniquement sous-traitant électronique, donc fabriquer des produits électroniques pour des tiers avec des dossiers de fabrication. Et puis, je vous passe les détails entre 73 et 98, mais en 98, on a créé notre premier petit bureau d'études et développé nos premiers moyens de test pour d'abord un marché industriel. Et au fur et à mesure des années, on a développé des moyens de test pour des marchés aéronautiques, défense et ensuite médical. Ça nous a mis en évidence qu'on avait des réelles compétences en développement de moyens de test. Et puis, en faisant un peu de retour sur ce qu'on avait fait, on s'est aperçu qu'on était arrivé à notre 50e moyenne test, bande test en 2019. Et donc, au 1er janvier 2020, on a décidé d'ouvrir nos moyennes tests, nos prestations de moyennes tests à l'extérieur, et plus uniquement fabriquer des moyennes tests pour les besoins de la production Tronico, mais également pour l'ouvrir sur des besoins qui seraient autres que Tronico. D'accord. Et donc, on a créé cette marque Temtest au 1er janvier 2020. Et puis en 2021, on s'est organisé un peu plus, on a organisé Temtest un peu plus autour de 3 axes. Donc les services, les équipements, donc les équipements sont des moyennes tests, et la partie logicielle. Donc si on regarde un peu plus en détail ces 3 axes, donc on appelle également les 3 piliers de Temtest, il y a un axe service qui reprend en fait tout ce qui est en amont de déploiement de moyenne test, c'est-à-dire le déploiement d'une stratégie de test, l'analyse de design for test, et puis en aval, tout ce qui est maintien en conditions opérationnelles des moyens existants. Un deuxième axe qui est les équipements, et là, ça va reprendre en fait toute notre gamme de moyens de test, alors que ce soit fonctionnel, que ce soit les testeurs dédiés au réglage et caractérisation, les testeurs dédiés au dévermillage au sens large, et les testeurs dédiés spécifiquement au diagnostic et réparation. Et puis un troisième pilier qui s'appelle logiciel, où on va trouver 3 axes également de supervision, d'apprentissage pour la réparation et d'exploitation de données. Ok, merci. Donc on a séparé ce webinaire en 4 chapitres et c'est illustré sur le slide là, sur toute la vie d'un produit, donc allant du développement jusqu'à son maintien en conditions opérationnelles, parce qu'il y a des produits qui vivent très très longtemps dans les marchés type aéronautique ou défense ou ferroviaire ou médical, qui vivent très très longtemps. Et donc en partant du développement jusqu'au maintien en conditions opérationnelles, on a fait un chapitre sur le test en amont, un chapitre sur le test en série, un chapitre sur le test en aval de la vie du produit, et puis un chapitre qu'on appelle la supervision, qui va parler beaucoup de logiciel. Donc le premier chapitre, le test en amont, et on va parler de stratégie de test et de design for test. Voilà, donc stratégie de test, ce slide illustre un peu la stratégie de test. Alors je pense que vous serez tous d'accord avec moi.
pour dire qu'une stratégie de test, c'est un compromis, c'est trouver un équilibre entre plusieurs paramètres. Donc, si on regarde un peu les paramètres qui rentrent en compte dans une stratégie de test, on a d'abord les informations sur le produit. Et en premier lieu, qu'est-ce que vous voulez donner comme image à votre produit? C'est très important. On va prendre l'exemple de la fonction montre. Imaginons que vous achetiez une montre dans une grande surface, une montre low cost, et que vous achetiez une montre chez un joaillier place Vendôme à plusieurs milliers d'euros. En fait, la fonction est la même. Et la fonction, c'est donner-là. Par contre, si vous avez acheté une montre dans une grande surface low cost, si vous avez une panne sur cette montre, vous allez avoir un degré de tolérance et vous allez ramener votre montre au magasin. Vous allez ramener votre montre au magasin pour qu'il vous la répare ou qu'il vous la remplace. En revanche, la montre que vous avez achetée chez un joaillier à plusieurs milliers d'euros, je pense que vous allez avoir beaucoup moins de tolérance s'il y a une panne sur cette montre. Et en fait, ça c'est pour illustrer un peu l'importance de l'image que vous voulez donner de votre produit. Et donc, du coup, le nombre de ppm que vous allez accepter en défaut sur le marché ou en retour. Ça, c'est vraiment primordial. Et puis, un deuxième paramètre produit, c'est en fait le coût que vous allez investir dans les moyens, donc les coûts non récurrents, par rapport au coût de votre produit, au coût récurrent de votre produit. Donc ça, c'est vrai pour le produit, c'est vrai pour les sous-ensembles qui constituent le produit. Autre point, la cadence de production. Il est évident que une stratégie de test ne sera pas la même si vous produisez 10 produits par an ou si vous en produisez plusieurs dizaines de milliers par an. Bien sûr. Deuxième axe à prendre en compte sont les informations industrielles. De quels moyens vous disposez pour tester votre produit ou quels moyens vous êtes prêt à développer pour tester votre produit. Troisième point, les informations process. C'est très important de connaître le process de fabrication ou d'envisager déjà un process de fabrication de votre produit parce que le process peut introduire des défauts lors de la fabrication. Imaginons que vous ayez une carte que vous pensez avoir testée dès le départ complètement, une carte électronique testée dès le départ complètement. Dedans, vous avez une phase où vous venez faire des actions mécaniques sur cette carte électronique, comme du détourage de cartes, etc. Vous pouvez introduire des défauts. Donc l'analyse de risque, l'AMDEC, process, sera très importante et dira est-ce qu'il faut mettre plus de contrôles, d'autres contrôles, des pokayoke ou autrement dit des trompeurs. Voilà, tout ça rentre en compte. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui va rentrer en compte également? Les informations sur l'expérience. Donc nous, à Tronico, on a un logiciel qu'on appelle le Tronic Control, mais qui nous permet d'enregistrer tout l'historique de produits en termes de tests et de réparation et de retouches. Mais également l'expérience que vous pouvez avoir sur tel ou tel type de produit. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un type de connecteur sur une carte électronique. Vous savez que ce type de connecteur vous pose problème, donc vous allez en tenir compte dans votre stratégie de test. Voilà, donc une fois que vous aurez défini tous ces paramètres de stratégie, vous allez pouvoir trouver un équilibre, chercher un compromis, et donc ça va vous donner une donnée d'entrée pour faire l'analyse de design for test. Donc surtout, si vous avez des questions, si vous avez des compléments à demander sur ce que je vous expose, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc à droite de l'écran, et on y répondra en séance si c'est des réponses assez rapides, sinon on pourra y répondre encore après, hein, sans problème. Voilà, donc on enchaîne sur la DFT, maintenant qu'on a défini une stratégie de test. Donc ce qui est important en termes de stratégie et d'analyse de DFT, c'est de bien planifier ça toujours en amont. C'est-à-dire que le design de votre produit va être dépendant de ce que vous aurez envisagé comme stratégie de test et donc de l'impact du design et de l'impact sur le design. On verra plus tard quelques exemples qui prouvent que c'est très très important de prendre ça en amont. Donc, c'est quoi la DFT? C'est Design for Testability. Donc, je dis en concevant un produit qui permettra d'obtenir la meilleure couverture de test possible et d'isoler rapidement les défauts liés aux erreurs de fabrication et aux défaillances de composants, elle devient un aspect primordial d'une production rentable. Donc, dans ce slide, dans cette phrase, il y a plusieurs mots-clés. Donc, le premier, c'est rapidement. En effet, qu'est-ce qu'on va chercher à faire au travers d'une bonne stratégie de test? C'est d'isoler d'éventuels défauts le plus rapidement possible. Un défaut trouvé en début de chaîne de production va coûter beaucoup moins cher qu'un défaut trouvé en fin de chaîne de production. En fin de chaîne de production, si votre produit est déjà assemblé, s'il est verni, s'il est enrobé dans une résine,
S'il est monté dans un produit fermé, eh ben, ça va vous coûter très cher de tout redémonter, de diagnostiquer pour trouver la cause racine du défaut, voire il ne sera pas réparable. Donc le rapidement est très important. Ensuite, lié aux erreurs de fabrication. Alors là, on parle bien de tests en fabrication. C'est-à-dire que le produit, il a été designé, il a été, il a été validé, son design a été validé, le soft applicatif du produit a été validé. Donc quand on fera de la production, on ne cherchera surtout pas les problèmes de design et les problèmes de soft. On cherche les problèmes de fabrication, d'assemblage du produit. D'accord ? Et bien sûr, également les problèmes de défaillance de composants, puisque nos fournisseurs de composants au sens large, pas forcément que électronique, peuvent avoir des défaillances également sur ce qu'ils nous livrent. Bien sûr. Et donc, le dernier mot-clé de cette phrase, c'est rentable. En fait, on a toujours tendance à penser que le test est un coût, alors que, en fait, on voit que grâce à une bonne stratégie de test, une bonne analyse DFT prise en compte, eh ben, le test devient une valeur ajoutée et un facteur de rentabilité qui va largement augmenter la rentabilité du produit, alors que si on n'avait pas fait de stratégie. Évidemment. Voilà. Donc, à Tronico, on s'appuie sur des logiciels très connus, donc développés par une société rennaise qui s'appelle Aster. Donc, le logiciel de base s'appelle Testway Express, on a pris également, avec lequel on a également implémenté des options TestW Express fonctionnel et TW System. Et à tout ça, on ajoute les retours d'expérience de Tronico depuis 1973. Et donc, on a enrichi ces logiciels de scripts qui tiennent compte de ces expériences. Donc là, j'ai essayé de vous mettre quelques exemples de ce qu'on pouvait donner comme préconisation ou sur quelle étude on travaille pour donner des préconisations pour l'analyse de design for test. Et donc, on va commencer par le hard du produit. Donc, on fait une étude d'accessibilité. Donc, on va regarder comment on peut accéder aux différents signaux de la carte. Donc, bien sûr, la lettre Père Noël, c'est qu'on puisse accéder à tous les signaux de cette carte électronique ou de ce produit. Mais on sait tous que c'est souvent impossible. Et donc, on va chercher des astuces pour améliorer l'accessibilité, voire donner des méthodes d'accessibilité un peu particulières, autres que des points tests basiques, mais peut-être des façons de rentrer dans un connecteur ou de mettre des points tests sur des signaux spécifiques comme la RF, comme celui qui est dessiné en haut à gauche, etc. Donc, on va chercher à travailler sur l'accessibilité hard. Et puis, on va aussi travailler sur les schémas des produits soumis à cette analyse. Donc, généralement, les designers vont utiliser des composants et utiliser les fonctions dont ils ont besoin. Et nous, on va venir derrière et dire OK, mais nous, en plus, pour le test, on a besoin de telle ou telle fonction pour bloquer un boîtier numérique, pour inhiber un signal. En fait, des choses qui vont nous permettre de mettre le produit dans certaines conditions pour le tester facilement. Voilà. Et on va également faire une étude sur le test JTAG. Donc, imaginons qu'il y a possibilité de faire du chaînage JTAG entre plusieurs composants pour avoir un bus de test ou un bus de programmation. Eh ben, ça peut aller jusqu'à dire au designer, demander au designer de changer son composant pour aller chercher un composant avec une fonction JTAG. Et donc là, vous voyez que si on n'a pas fait ce choix dès le départ, dès la stratégie, en fait, on n'ira jamais dire au designer pourquoi on a besoin d'un composant avec fonction JTAG. Donc ça, c'est très important de mettre en amont. Et puis la dernière analyse qu'on va faire, bien souvent, comme je vous le disais au début, on n'a pas réussi à mettre tous les points tests. Et ben, on va regarder en fait s'il y a des blocs qu'on peut tester par une fonction de transfert. Auquel cas, au lieu de tester tous les composants d'un bloc, on va mettre des points tests juste à l'entrée, un point test à l'entrée, un point test à la sortie d'un bloc, et on va tester cette fonction de transfert. Et de la même manière, en fait, on va faire une analyse de design du soft en fonction. On va préconiser éventuellement un soft dédié au test. Alors, soit ce soft, ça peut être des fonctions cachées dans l'applicatif du produit, s'il n'y a pas besoin d'avoir de validation particulière. Et si le produit présente des validations particulières, par exemple dans le cadre de marché aéronautique ou de marché médical,
Mais en fait, on va développer ou demander au designer de développer un soft dédié au test. Et ce soft, on l'écrasera à la fin du test et on le remplacera par l'applicatif. Ça évite de valider suivant les normes le soft dédié au test. D'accord. Et, le but de ça, c'est de mettre le produit dans certaines conditions, dans un état donné. Par exemple, si on veut faire de la communication, demander au produit d'envoyer toujours la même trame pour pouvoir se synchroniser. Ou si on veut faire un test de consommation maximale, en fait, activer tous les modules du produit pour être en consommation max. Voilà. Mais ça peut être également du développement en autotest. Euh, si par exemple on peut boucler un produit, une sortie d'émission sur une entrée de réception, en fait on va demander au produit d'émettre une trame et on va demander au produit est-ce qu'il voit bien la même trame que celle qu'il a émise. Voilà, ça permet de faire des tests beaucoup plus efficaces. Voilà. Et en fait, où on va en venir, à partir de tout ça, on va générer une couverture de test prédictive. Voilà, et on va se baser pour ça sur une matrice PPVS. Donc PPVS, ça signifie présence, polarité, valeur, soudure. Et pour chaque composant constituant le produit, et pour chaque moyenne test qu'on a envisagé lors de la stratégie, eh ben, on va analyser quelle est la couverture de ce composant. Donc si on prend l'exemple d'une résistance, par exemple, sur une carte électronique, on va faire la matrice PPVS, par exemple, pour la machine AOI, donc l'inspection optique automatique. Eh ben, on va regarder cette résistance. Est-ce qu'on voit sa présence? Alors, on va dire oui, à la oui, on voit la présence. Est-ce qu'on voit sa polarité? Donc, résistance, on va pas traiter parce qu'il n'y a pas de polarité. Est-ce qu'on voit sa valeur? Donc, éventuellement, le boîtier, il a un marquage et on va voir sa valeur. Donc, là, auquel cas, on mettra 100%. Et s'il n'y a pas de marquage, on mettra 0%. Et est-ce qu'on voit sa soudure? En fonction de la performance de la machine d'AOI ou des conditions d'éclairage, de contraste, etc., on va mettre 75%, 80%, peut-être de présence, de couverture de test. Et puis, on va faire ça pour tous les composants. L'intérêt étant à la fin d'avoir une matrice avec tous les composants couverts et à quelle étape, et surtout les composants partiellement couverts ou non couverts. Alors, pourquoi on parle généralement de cône de test? Donc, la représentation orange d'un cône de test pour une carte ou d'un cône de test pour un système sur ce slide. En fait, comme on le disait au départ, le but, c'est d'avoir ce cône de test le plus ouvert vers l'amont. Pourquoi? Parce que en fait, on va essayer, ça représente le nombre de défauts qu'on peut éventuellement détecter, et on va essayer de trouver ces éventuels défauts le plus tôt possible. Bien sûr. Donc, oui, il faut avoir un cône ouvert vers l'amont le plus possible. D'accord. Voilà. Donc, j'espère que toutes ces explications sont claires pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser. Ah ben moi, j'en ai déjà eu une question, justement, avant d'amorcer celle que j'ai vue dans le chat. Donc, Pascal, il y avait des pourcentages là, hein, on voit très bien en fonction des images. Donc, dans la couverture de test, est-ce que tu peux m'expliquer, par rapport aux machines là, qui sont représentées, à quoi correspond le pourcentage? Oui, tout à fait. Alors, on est parti de la fameuse matrice PPVS pour chaque machine. On en a fait une pour la machine de pose, une pour l'AOI, une pour la XI, etc. Et puis, on a fait, en fonction de toutes les couvertures de test de chaque composant, on a fait voilà, une moyenne. Et on dit à l'AOI, on a une couverture moyenne de 65,6%. Donc, ça, c'est un chiffre pour donner un aspect général de la couverture de test à l'AOI. Mais ce qui est important, en fait, c'est de voir pour chaque composant. C'est ça qu'il faut analyser. Hein. Ça, c'est juste pour en fait vulgariser le chiffre de couverture de test pour un moyen. D'accord, ok, super. On va attaquer donc les questions sur ce premier chapitre du test en amont. Ce que je vais faire, excusez-moi, hop là, je suis allée un peu trop vite. Je vais essayer pendant ce temps-là de régler les problèmes de caméra. Donc, je vais vous demander juste une petite seconde, si Julien, tu veux bien venir nous aider pour rétablir la caméra. Sur la question du test en amont, est-ce que pour toi, Pascal, un composant testé une fois signifie qu'il est testé pour toujours? Voilà, est-ce que c'est une fois et après, voilà, ou est-ce qu'au contraire, il faut y revenir? Alors, c'est intéressant comme question parce que justement, il y a deux écoles sur ce tester un jour, tester toujours. Oui, oui. Voilà, donc, il y a une école qui dit on additionne les taux de couverture qu'on a trouvés pour chaque moyen et en fait, ça nous donne la couverture globale.
On a vu en fait dans le slide on a vu dans le slide de la stratégie de test que en fait le process de fabrication est important. D'accord. Donc nous la règle à TMTest, c'est plutôt tester un jour, pas tester pour toujours. Comme on a vu, un composant peut être testé très en amont de la production, mais derrière avoir un risque. L'AMDEC nous montre qu'il y a un risque sur ce composant lors de la fabrication. Et donc, du coup, c'est pas parce qu'il a été testé en amont qu'il ne faudra pas le retester derrière ce risque pour justement lever le doute sur ce composant. Voilà, donc tu as bien apporté la réponse. Donc c'est effectivement, donc, une fois n'est pas... Voilà, donc tester un jour n'est pas tester pour c'est un toujours. mal nécessaire, mais pas forcément suffisant. Okay. Alors, une question de la part de Pascal, je crois, qui participe régulièrement à nos webinaires, d'ailleurs, je crois souligner. Donc, je pense que la stratégie Design for Sustainability doit tenir compte des taux de couverture et des capacités des EMS. Alors, oui, donc il y a beaucoup de choses dans la question. Donc, la capacité des EMS, oui, tout à fait. En fait, quand on a vu dans le slide de stratégie et dans la recherche d'équilibre pour avoir une bonne stratégie, en effet, il y a la capacité de l'EMS qui est prise en compte. Quels sont les moyens dont dispose l'EMS, quelle est sa capacité de production, qu'est-ce que l'EMS est capable de mettre en place pour cette stratégie, etc. Donc tout à fait, la capacité de l'EMS rentre en compte maintenant. D'accord. Alors, une deuxième question. Bonjour, comment gérez-vous les composants en zone d'ombre, comme les condensateurs à découplage? Et quel est le poids en pourcentage d'un coupon de test? Alors, répondre sur le poids en pourcentage d'un coupon de test, je pense que le faire en 2 minutes, c'est un peu compliqué. Donc, par contre, moi, je veux bien en parler après ce webinaire enfin, vous pouvez me contacter pour discuter de ça. Maintenant, comment gérer les composants en zone d'ombre, comme les condensateurs à découpage, ben, en fait, on n'est pas obligé de tester des composants euh, sur une carte. C'est-à-dire, imaginons des capas de découpage, des capas en parallèle, des choses comme ça. En fait, il y a quelques astuces pour les tester où, par exemple, sur les capas en parallèle, imaginons qu'on ait 15 capas de la même valeur en parallèle, on est tous d'accord que si on enlève une capa, on ne verra pas qu'on l'a enlevé. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on en pose une 16e sur le bord de carte. Voilà, c'est une des façons de traiter le sujet. Une 16e sur le bord de carte pour prouver. Et on va tester uniquement celle-là. Et c'est uniquement la valeur de celle-là. Comme on sait que les 15 autres sont issus de la même bobine au CMS, que sur les 15 autres, on sait tester leur présence avec l'AOI, ben on va considérer que le mix du test de la valeur et de l'AOI va nous dire que les 15 autres sont bonnes. Voilà. Donc on trouve des astuces comme ça pour détourner les tests en parallèle, le test de capa de découplage. Voilà. Ok, super. Et puis donc une dernière question peut-être sur ce chapitre. Le cône de test est adapté pour la production. Comment considérer les tests en MCO, donc en maintien en condition opérationnelle, et l'optimisation de la couverture indépendamment de ce cône? D'accord. Donc en fait, c'est vrai, on parle beaucoup de cône de test, mais c'est très adapté à la phase de production. Donc c'est pour ça qu'on a découpé notre webinaire en 4 parties. Et on a séparé la phase MCO de la phase production, de test production. Donc le code est très adapté au test de production. Maintenant, en MCO, on travaille un peu comme en SAV réparation et on a des bancs spécifiques pour faire de la recherche de panne, hein, plus qu'une stratégie série. Et c'est clair qu'en MCO, on va avoir du mal à refaire souvent de l'AOI, etc. Donc on n'a pas tous les moyens de test à disposition. Donc on a des bancs, une famille de bancs spécifiques pour aller faire des recherches de panne sur les produits assez anciens. Voilà, et après, on s'est allé plus loin sur de la reprise de produits anciens, en gros, de l'ingénierie inverse sur des produits anciens avec amélioration, etc. Ok, super. Merci Pascal. Ouais. On va pouvoir passer au deuxième chapitre. Donc, ce deuxième chapitre parle du test en série. Et donc, tu vas pouvoir présenter les différents types de tests, composants, structurels, déverminage, fonctionnels ou combinés. Voilà. Donc, en fait, pendant le test série, donc vraiment le déploiement des moyens de test, on va parler plus des moyens. Donc, lors d'une stratégie de test, alors, quand nous on fait une stratégie de test, en tout cas, on part du composant électronique et on va jusqu'au produit fini emballé. D'accord. Donc, pourquoi on commence par les composants électroniques? Alors, pour plusieurs raisons, parce qu'on voit que, encore une fois, un défaut, s'il est trouvé très en amont, ben, il nous coûte moins cher. Et puis, certains marchés très exigeants demandent de valider certains paramètres sur des composants
Par exemple, les tenues en température, les tenues en pression, est-ce que les process de fiabilité de ces composants sont toujours les mêmes, etc. Et pour ça, à Tronico, on profite d'un laboratoire interne de tests de composants, donc sous la marque TEM Component. Tout à fait. Et donc, c'est très important pour nous et en fait très intéressant pour nous de partir du composant électronique de base. Ensuite, on parle de test structurel. Donc là, le test structurel, on est vraiment sur du test en cours de fabrication de cartes électroniques. D'accord? Donc ça passe, comme vous avez vu dans la présentation des couvertures de test avec les machines, bah, ça commence par la machine de pause qui est équipée d'un petit peu de test, on va dire, pour voir si on a mis la bonne bobine à la bonne place, essentiellement pour les composants passifs. Mais ça passe par l'inspection optique automatique, ça passe par des rayons X pour les composants pour lesquels on ne voit pas les brasures, ça passe par du test à sonde mobile, ça passe par du test in situ. Ensuite, on parle de test fonctionnel. Alors, on retrouve le testeur in situ dans le test fonctionnel, parce que les testeurs in situ ont une capacité assez importante pour qu'on puisse faire un peu de fonctionnel avec eux, voire beaucoup. D'accord. Et ensuite, ça peut être des testeurs issus de catalogue, des testeurs du commerce, mais les testeurs sur mesure, développés par Femtest. Ça peut être des bandes de caractérisation et réglage, et des testeurs type mécanique, par exemple, de mesure 3D, tridimensionnelle, pardon. Et puis, on parle également de moyenne test de fiabilité et plus généralement de dévermillage. D'accord. Donc, en fait, on va chercher, avec ces tests, on va chercher à éliminer les défauts de jeunesse sur les produits. Et donc, que ce soit par de la variation thermique ou de la chaleur constante, mais aussi par défaut de jeunesse mécanique, des défauts en environnement sévère ou contraint. Voilà. Okay. Donc, si on parle un peu, si on détaille un peu les moyennes tests fonctionnels, nous, on classe ça en 4 grandes catégories. En fait, on a des bancs dédiés complètement au réglage et calibration de certains moyens. Par exemple, là, l'exemple, la photo que vous avez avec les produits bleus, bah, c'est un banc de calibration sur une chaîne d'acquisition de capteurs de pression avec, avec des tolérances très faibles. Ça peut être des bancs de tests fonctionnels ou polyvalents. Ça peut être des bancs complètement dédiés au diagnostic, et c'est également ce qu'on va retrouver en MCO. Et ça peut être des bancs, comme on disait, complètement dédiés au dévermillage. On détaille un peu, qu'on parle un peu de ce fameux banc de caractérisation de chaîne d'acquisition pour des capteurs de pression. Donc on est sur un dispositif médical implantable actif, hein, DMIA. On est sur une interface positionnée dans une enceinte climatique avec 4 DET, donc Device Under Test, donc 4 produits en test. Et on va chercher à caractériser au dixième de millibar, donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait comme variation de pression, l'acquisition justement de la pression par les capteurs. Et on va venir régler le produit avec ces paramètres, et derrière, on va refaire un test complet pour vérifier que les paramètres qu'on a programmés dans le produit sont bien pris en compte et qu'on retombe bien sur nos pieds. Donc là, c'est une caractérisation qui dure 24 heures, parce qu'on fait la caractérisation sur plusieurs paliers de température, donc c'est un peu long. Et c'est un banc de caractérisation qui est entièrement automatique, qui vous sort à la fin un PV de test. Il n'y a aucune opération manuelle à réaliser, mis à part le chargement, déchargement des produits. Et c'est un moyen test qui est un peu spécifique parce qu'il est asynchrone. Ça veut dire que, en fait, on lance comme on veut un peu les 4 produits. On n'est pas obligé de respecter un ordre. On n'est pas obligé de faire le test de manière consécutive. Et en fait, on teste les produits, on caractérise les produits en fonction de la disponibilité des appareils du banc. Voilà, donc, on a un partage complet des appareils. Deuxième famille de bancs, c'est les bancs fonctionnels et polyvalents. Donc là, on a un exemple de banc de test polyvalent, hein, que nous, on appelle versatile. Donc, c'est un testeur fonctionnel multi-interface. Donc, en fait, il y a un testeur un peu standard, un peu de base, quoi, et auquel on va pouvoir adapter les interfaces en fonction des produits qu'on veut tester. Donc, c'est très intéressant parce que pour une même famille de produits, voire des produits de même typologie, mais on peut avoir un seul banc de test. Donc, quelquefois, en termes d'investissement, c'est très intéressant de partager un banc de test sur plusieurs produits.
Et puis surtout, quand le produit va changer de version, va évoluer, etc., au lieu de changer tout le banc de test, on va garder le banc de test et on va uniquement refaire l'interface et le programme associé. Oui. Voilà. Et donc ces bancs de test, on peut y embarquer plusieurs options. Donc c'est des bancs de test fonctionnels à base, mais on peut quand même embarquer du test in situ, ce qui évite d'avoir des produits qui passent sur un testeur in situ qui est dans votre usine en transverse, qui est partagé avec d'autres produits. Donc, on peut avoir un in situ dédié dans votre fonctionnel, mais on peut embarquer du test vision en mettant des caméras au-dessus de l'interface. On peut embarquer du test de continuité isolement et on peut embarquer du test de thermographie infrarouge, et en fait, par comparaison d'images thermiques. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr, comme tous les testeurs qu'on développe, on assure une gestion complète des résultats de test sur ces testeurs. Et comme tous nos testeurs également, il est conçu pour faciliter la maintenance, parce qu'on utilise des appareils standards et des méthodes de développement standards. Il est prévu pour faciliter les interventions de métrologie et faciliter la duplication si vous avez des montées en cadence sur vos productions. Donc, autre famille de bancs qu'on a volontairement séparés, c'est tous les bancs de dévermillage. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait le dévermillage sur des produits? On cherche à éliminer les défauts de jeunesse. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, si on fait la vie, si on trace un peu par une courbe la vie d'un produit, on a des défauts au début et on a des défauts en fin de vie de produit. D'accord. Et puis entre deux, on a un plateau. Et en fait, si on regarde cette courbe, on l'assimile généralement dans le langage courant à une baignoire. Mais en fait, avec les défauts en supprimant les défauts de jeunesse, on va supprimer la pente descendante de cette baignoire. Alors, donc on appelle ça le dévermillage. Donc là, on a mis un exemple de banc de burn. Donc nous, à TMTest, on travaille avec des partenaires et on est capable, sur un produit, avec quelques données d'entrée sur le profil de votre produit, de déterminer qu'est-ce qu'il faudra, quel est le dévermillage qu'il faudra appliquer ou quels sont les dévermillages qu'il faudra appliquer, de prouver leur efficacité sur les limitations des défauts de jeunesse et surtout de prouver qu'on n'aura pas alterné la vie de votre produit. Et puis derrière, capable de développer les moyens associés à cette étude. Donc là, on a un testeur de burn-in. Donc en fait, on est sur une température constante pendant 14 jours. Et en fait, ça nous donne un vieillissement équivalent qui correspond justement à cette durée de jeunesse de produit. D'accord. Donc là, dans cet exemple, on a 25 produits en test par étuve, donc 50 produits. On monitore complètement tous les produits pendant 14 jours. Et bien sûr, on a un enregistrement, une traçabilité complète de ce qui se passe sur ce monitoring et sur les produits, et un traitement de données derrière. Voilà. Et donc la dernière famille de produits dont on voulait vous parler, c'est les bancs de tests de terrain. Donc par exemple, voilà, c'était pas prévu que je parle de ça, mais tout à l'heure on a parlé de maintien en conditions opérationnelles sur la question du chat. Typiquement, ces produits sont utilisés pas mal sur le terrain pour aller faire de la vérification de bon fonctionnement sur des produits qui sont livrés depuis longtemps, ou des produits qui ont été stockés pour une longue période, ou des produits défaillants. Il faut refaire de la recalibration sur le terrain, de la calibration, la première calibration à la mise en service, des réglages. Là où on met par exemple test et calibration de RF, on a un exemple où un de ces bancs est utilisé pour faire de la mise en service de radar anti-intrusion et pour vérifier que le champ de couverture du radar est suffisant et bien calibré. Voilà. Je crois qu'on arrive au terme du deuxième chapitre, Pascal, merci. Autour du test en série. Alors, tu as parlé dans les tests structurels de tests à sonde mobile et de tests in situ. Est-ce qu'il y a une concurrence entre les deux? Oui, alors, historiquement, il y a une concurrence entre le test à sonde mobile. Beaucoup sont connus grâce à la marque Takaya, mais il n'y a pas que Takaya, hein, on appelle ça donc, test à sonde mobile, et le test in situ. Il y a une concurrence parce que il y a beaucoup moins d'accessibilité avec l'in situ qui ne dispose que de 4 sondes historiquement, alors que l'in situ dispose de milliers de points éventuellement, et donc offre une meilleure couverture. Donc ça, c'est l'historique. On voit que la barrière entre les deux se baisse parce que les testeurs sondes mobiles sont équipés de plus en plus de sondes, offrent de plus en plus de possibilités de test. D'accord. Et donc, le choix entre les deux devient de plus en plus difficile. Okay, dans cette fameuse
dans ce fameux équilibre de stratégie. Oui, oui, oui. Voilà. Donc l'équilibre devient de plus en plus difficile à trouver, D'accord. voilà. Même s'il reste encore un avantage en termes d'accessibilité aux testeurs in situ. Et donc, tu as montré 4 exemples de bancs précédemment. Et est-ce que ce sont des produits sur catalogue ou est-ce qu'il faut les développer sur mesure? Alors, il est rare qu'on arrive à trouver un produit pur catalogue pour du test fonctionnel. Ça veut dire qu'on aurait un coup de chance que le testeur fonctionnel réponde exactement aux fonctions dont on a besoin, avec les bonnes limites, les bonnes puissances, etc. Donc, en fait, c'est plutôt des briques techno, aussi bien hard que soft, qui deviennent des bancs spécifiques pour les produits, pour les lignes de produits. Et dans quel environnement logiciel faut-il développer ces produits? Alors, nous, on a tendu vers un standard orienté autour de la suite logicielle de National Instruments. D'accord. Donc, en termes d'environnement logiciel, tous nos testeurs sont basés sur LabVIEW de National Instruments et séquencés par le séquenceur Testand de National Instruments, auquel on a tout de même rajouté une couche IHM et traitement logiciel. D'accord. Ok, merci. Je crois qu'on a une question suite à ce chapitre. Alors, disposez-vous de moyens permettant de réaliser des essais HAS, Highly Accelerated Stress Screening, et notamment des chocs thermiques de l'ordre de 100 degrés par minute, 100 degrés Celsius par minute? Alors, la réponse est disposez-vous, oui, mais en interne, non. HASS, bon, je ne sais Voilà. pas trop. Des tests AS, en fait. AS, oui, merci. Donc, nous réalisons déjà des tests AS pour des clients aéronautiques. Et en fait, on le fait avec un partenaire. Aujourd'hui, pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de besoins pour investir dans des études AS. Donc, on le fait avec un partenaire qui a une étude AS, mais pour lequel TemTest a développé les moyennes tests qui sont à côté de l'étude. Ok, merci. Je crois que c'était la seule question sur ce chapitre. Donc, on va pouvoir continuer sur la troisième partie, le test en aval, avec le maintien en conditions opérationnelles, le reconditionnement et le suivi d'obsolescence. Alors, bien sûr, c'est intéressant de développer des moyennes tests. Hein, c'est très intéressant, très constructif. En fait, dans beaucoup de marchés, il faut que ces moyennes tests ils durent quand même longtemps, assez longtemps. Et nous, on a un seul but dans ce cadre de maintien en conditions opérationnelles, c'est assurer la disponibilité de vos moyennes tests. C'est-à-dire que il faut qu'on s'engage, nous on s'engage à ce que les moyennes tests soient arrêtées maximum X temps dans l'année. Et donc de mettre en place tout ce qu'il faut pour que justement ces moyennes tests ne soient pas arrêtées. D'accord? Alors ça consiste en quoi? À gérer la maintenance préventive, hein, en fait, bien prévoir ce qui peut présenter de l'usure sur un moyen, de mettre en place des stocks de sécurité, hein, suivant plusieurs critères, de faire des campagnes, de gérer les campagnes de métrologie des instruments de mesure, de la mise à niveau des logiciels de test, du traitement d'obsolescence aussi bien hard que soft. Hein, ça peut être un traitement d'obsolescence qui s'appelle Windows, par exemple, une évolution. Il y a un changement de version. Bien sûr, de l'assistance téléphonique pour ne pas vous laisser bloquer devant un banc de test. Et puis de l'assistance physique sur le terrain. Et également des formations pour de la maintenance de premier niveau et voire de l'utilisation de logiciels de test pour faire de l'autodiagnostic de vos moyens, etc. Okay. Donc on a mis juste un exemple d'un moyen qu'on a reconditionné. En fait, on l'a fait passer de l'âge de pierre à l'ère du numérique. L'âge des fils. C'est ça. Et en fait, là, on est sur un banc qui était très ancien, sur un produit qui doit encore durer une bonne dizaine d'années, en vie série. Voilà, okay. Et où on a rencontré, en fait, par l'usure de ce banc, déjà l'évolution des normes au niveau en termes de câblage, de sécurité électrique, mais également des usures dues à l'échauffement dans ce moyen de test, parce qu'il y a des charges de forte puissance, donc ça va provoquer de l'usure autour de ces charges, mais également de l'obsolescence de l'ordinateur de pilotage, du soft Windows, entre autres, etc. Donc en fait, on a fait un reconditionnement complet de ce testeur, et justement, en traitant les obsolescences hard et soft, hein, en traitement les obsolescences en termes de normes électriques, hein, vous voyez que le nouveau, en plein milieu, il a un tiroir de sécurité normalisé, et en remplaçant également les modes d'interfaçage, hein, parce que en fait,
Entre la première et la deuxième version, les modes d'interfaçage ont beaucoup évolué, et dans ce qu'on peut approvisionner et dans ce qu'on a développé nous à TemTest. Et puis, en termes de logiciels standardisés, on est passé sur des standards. Donc voilà pour la présentation du test en aval. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas s'il y en a dans la... Si, je vois qu'il y en a une dans le chat. Alors, dans le cadre du maintien en condition opérationnelle, comment estimes-tu, toi, Pascal, le stock de sécurité? Alors, en fait, pour définir ce fameux stock de sécurité, on essaie de se baser sur le modèle du NAMDEC. Et on va regarder des critères, différents critères pour chaque composant, chaque constituant, on appelle ça en interne, d'un banc de test. Donc ça peut être des pointes de test, ça peut être des appareils de mesure, mais ça peut être de la mécanique, de la connectique, etc. Et pour chaque ligne, on va faire cette analyse de critères. Par exemple, quel est le délai d'appro? Par exemple, quelle est la criticité sur le banc? Si, est-ce que c'est un appareil qui est standard, par exemple à Tronico ou dans votre atelier, auquel cas on saura le remplacer facilement. Mais est-ce que c'est un appareil unique? D'accord. Est-ce que cet appareil unique et il existe en location? Il est disponible à la location ou pas? Etc. Donc on va regarder pour chaque composant quels sont les critères. Comme l'AMDEC, on va définir un coefficient. Et tout ce qui est au-dessus d'un certain coefficient, on va mettre des produits en stock. Voilà. Le but est, encore une fois, d'interrompre le moyen le moins longtemps possible. Bien sûr. Voilà. Et tu as mentionné l'obsolescence, tu en as parlé plusieurs fois. Comment faut-il la traiter? Alors, donc si on continue à parler de ces constituants de bandes de test, on a une base de tous les constituants de nos bandes de test. Tous les bandes de test qu'on a développés, les constituants sont enregistrés dans une base SQL, en fait, et on a mis en place une fonction pour relier tous ces constituants à de la surveillance d'obsolescence. Donc là, en termes de composants électroniques, par exemple, on prend l'exemple de l'électronique, on est relié directement à MHS, donc c'est une base qui nous donne l'obsolescence en direct, voilà, des avis d'obsolescence en direct ou d'évolution. Et on a des remontées, des alertes pour nous dire attention, ce composant est annoncé comme étant fin de fabrication début 2022, etc. Voilà. Alors, il y avait quand même une question dans le chat. Alors, a priori, ça relève plutôt du chapitre précédent, mais qu'importe. À quel moment le déploiement d'une solution de burn, vieillissement accéléré, est-elle envisagée? Alors, ça fait le burn, plutôt burn vieillissement accéléré. En fait, si on parle de la partie qui sert à supprimer les défauts de jeunesse, fait partie intégrale de la stratégie de test. Et donc, dès le départ du produit, en fonction du marché, encore une fois, en fonction de l'image que vous voulez dégager, vous allez essayer de supprimer tous les défauts de jeunesse pour pas que ces défauts ils arrivent chez votre client. Et donc, ça, c'est décidé dès la stratégie de test, dès le départ, avant même de concevoir le produit. Maintenant, si votre question elle est sur le vieillissement accéléré pour connaître la durée de vie d'un produit, donc ça, c'est la remontée de la baignoire. Et ça, c'est pas du tout dans les prérogatives de TemTest. Par contre, c'est complètement dans les prérogatives de notre laboratoire, TemComponent. L'ingénierie des composants. Donc, il faut retenir TemTest fait la descente de la baignoire, TemComponent fait la remontée de la baignoire. C'est pour la petite minute. Pub. Super. On va pouvoir continuer sur la dernière partie de ce webinaire qui est relatif aux données de test. Voilà, donc là, tu vas pouvoir nous parler un peu de supervision, d'apprentissage et bien sûr terminer par les préconisations du test. Voilà, donc, j'ai essayé de représenter comment généralement est organisé un logiciel de supervision de test. Donc, en général, on a un noyau que, là, dans ce cas-là, nous, on a appelé kern. Mais on a un noyau, en fait, qui est la base de données et le traitement des données d'entrée et données de sortie. Et puis, on trouve plusieurs modules d'entrée là, sur la gauche, où on va pouvoir faire de l'interfaçage entre le kern et les équipements et être capable de lire des données sur tous les moyens dont on dispose. Alors, bien sûr, les moyens de test, mais pas que. En fait, ça peut être les moyens de production, etc. Et on va récupérer, voir, on est capable d'écrire dans différents moyens. Donc, on va avoir, en gros, une adaptation pour l'AOI de marque Mertec au hasard, ou l'Institut de marque Terraline au hasard. Voilà. Et à chaque fois, on va avoir un module. Et puis, on va faire la même chose en fait, pour tous les systèmes d'information dont on dispose dans une entreprise. Donc, l'ERP, par exemple, ou la PLM pour la partie on va dire, logistique documentaire. La partie, ça peut être une interfaçage avec votre GMAO,
voilà, donc, pour la maintenance. Ça peut être un interfaçage avec tous vos enregistrements de tests et de réparation, tout ce qui a été fait sur votre produit, de traçabilité. Et puis, ça peut être l'interfaçage avec ce qu'on a appelé tout à l'heure la base des consultants, ou la base des bancs de tests, ou la base des équipements. Voilà. Et donc, tout ça, on va en faire, on aura tout ce qu'il faut pour en faire des applications. D'accord. Et il peut y avoir X applications. Après, c'est un peu ce dont vous avez besoin. Mais on va prendre, si on prend derrière quelques exemples d'applications. Oui. Maintenant? Oui. Donc en fait, on voit, ça peut être une supervision globale de vos moyens. C'est-à-dire que c'est très intéressant de savoir comment sont utilisés vos moyens partagés. Quelquefois, vous pouvez avoir plusieurs testeurs standards, vous pouvez avoir un tas d'enceintes climatiques ou des cuves. Ouais. Puis en fait, c'est très compliqué d'ordonnancer, de superviser ces moyens. Ou alors, également, dans les exemples, on a vu des bancs de burn dont le burn dure 14 jours. C'est intéressant de savoir si au bout de 3 heures, on a une panne, de ne pas attendre les 14 jours et par la supervision, de recevoir une alerte, soit sur le smartphone, soit par Teams, soit par mail. Dire attention, votre moyen s'est arrêté ou vous avez un défaut. Ça évite de gaspiller 13 jours. Voilà. Des choses comme ça. Donc là, vraiment de la supervision et de l'aide à l'ordonnancement. Voilà. Une deuxième partie qui est plus dédiée à l'apprentissage, à la réparation. Donc en fait, comme on enregistre via tous les systèmes d'information, toute la traçabilité sur les moyens de test. Donc, on connaît tous les défauts sur tel produit et et on est capable de remonter, de dire sur ce type de mesure mauvaise, on a changé tel composant. Mais en fait, on va apprendre de tout ça. Et puis la prochaine fois qu'on aura cette mesure qui sortira, au lieu d'aller faire le diagnostic pour dire c'est ce composant, on va faire plutôt de l'analyse statistique et on dira dans 90%, c'est ce composant qu'on a changé et donc on le remplacera directement et on sait que dans 90% des cas, le produit va repasser bon au test. Donc voilà ce qu'on appelle de l'apprentissage à la réparation. Le but étant d'éviter de monopoliser les techniciens, voire des ingénieurs, voire des concepteurs pour faire le diagnostic des pannes. Okay. Et puis, une stratégie de test dynamique. Alors en fait, on a parlé de cône de test, on a parlé de stratégie tout au long de ce webinaire. Et on voit qu'en fait, si on sait faire de manière approfondie l'analyse des défauts de test qu'on trouve, des causes racines, etc., eh ben, on peut adapter notre cône. On peut très bien voir que notre cône, il n'est pas très bien orienté et qu'il y a des défauts récurrents qu'on trouve en aval. Et qu'il serait quand même préférable d'analyser, voir si ce défaut pourrait être supprimé dès l'amont. Bien sûr. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie de test dynamique. On va faire évoluer la stratégie de test. Voilà. Et nous, actuellement, on travaille pour essayer de faire ça de manière automatique par des algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà, donc En espérant que c'était assez clair pour vous. Oui, je pense que sinon, on peut apporter des précisions s'il y a des questions dans le chat. Justement, là, le webinaire touche bientôt à sa fin. Il nous reste quelques minutes alors, pour poser une question. Alors, moi, j'en avais une concernant la surveillance de mesures critiques. Est-ce que c'est faisable avec ce type d'application? Oui, alors, en fait, justement, on utilise ce type d'application pour faire de l'analyse de surveillance critique, de mesures critiques. Alors, c'est quoi une mesure critique? La définition chez nous d'une mesure critique, en fait, c'est une mesure analogique et on va vérifier tout au long de l'année ou des années consécutives que la mesure qui est faite ne dérive pas. Alors, ne dérive pas à cause du produit, mais ne dérive pas aussi à cause du moyen de test. D'accord? Donc, vérifier qu'on reste dans les clous, dans la tolérance, dans les fameux 6 sigma, etc. Et en fait, on appelle ça du SMA. Et on a des fonctions qui nous permettent de faire du SMA sur les produits. Envoyer des alertes si on voit qu'on a une dérive pour justement anticiper les problèmes. Mais également envoyer une alerte pour dire vous devez passer votre carte de référence pour alimenter votre analyse de mesures critiques. Voilà. Donc, ça peut entre autres servir à ça, oui. Tout à fait. D'accord. Et alors, j'avais une dernière question avant la clôture de ce webinaire sur le chat. Est-ce que vous utilisez System Link de National Instruments? Alors non, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas System Link de National Instruments. En fait, aujourd'hui, on s'est basé, on a pris la décision d'utiliser uniquement un logiciel standard, LabVIEW et Testand, et de prendre la main sur tout le reste, et d'utiliser TestWay Express pour la partie DFT, et également voilà,
Ce sont les trois suites logicielles qu'on a sélectionnées. Et le reste, ça reste du Tronicois parce qu'il y a beaucoup de compétences en développement soft à Tronico. Mais oui. Parfait. Merci Pascal. Donc, ce que je propose maintenant à nos auditeurs participants, c'est de noter tes coordonnées, hein, surtout s'il y avait d'autres questions qui leur venaient ou s'ils souhaitaient échanger plus longuement avec toi. Tout à fait. Alors, surtout, vous n'hésitez pas, soit sur le téléphone, soit sur le mail. Si vous ne retrouvez pas les coordonnées, vous pouvez également passer par le site tem-test.com et aller sur Contact. Exactement. Vous arriverez dans la même boîte. Vous arriverez celle de Pascal. Chez Pascal. Voilà, c'est le nouveau restaurant à la mode chez Pascal. Non, blague mise à part, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, encore une fois, pour ce webinaire. Sachez que là, on va surtout penser maintenant à vous souhaiter de bonnes vacances, puisque ça va occuper certaines personnes, certainement, devant et derrière l'écran pour les semaines à venir. Et on vous retrouvera tous avec grand plaisir à la rentrée avec encore un autre webinaire parce qu'on continue sur notre lancée. Ce sera certainement autour des dispositifs médicaux et certainement le 3e jeudi de septembre. Voilà, mais on est encore en train de le bâtir. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Comme pour les autres webinaires, on vous enverra le lien vers la vidéo puisque tout est enregistré. Et puis aussi la présentation pour ceux qui le souhaitent se rapprocher de Pascal. Ouais. Voilà. Merci à bientôt et puis au plaisir et surtout passez de belles vacances en pleine forme. Merci Valérie. Merci, au revoir. Et merci à Julien et à Anthony en back-office. Merci beaucoup, au revoir.